Oui, non, je voudrais déjà vous remercier de l'occasion que vous nous donnez d'intervenir devant vous. Pour nous autres professionnels, c'est toujours quelque chose qui est important de pouvoir être entendu comme ça dans des phases préliminaires de l'élaboration de rapports ou de travaux parlementaires. Ça évite souvent des tensions après dans la mise en place d'un certain nombre de dispositions qui peuvent être parfois mal comprises sur le terrain. Les éducateurs spécialisés interviennent de manière assez large en ce qui concerne la délinquance de manière générale. Alors, majoritairement dans des actions de prévention, majoritairement également. Alors, je vais laisser mes collègues de la prévention spécialisée traiter spécifiquement de la prévention spécialisée, qui est peut-être le seul domaine du travail éducatif qui soit exclusivement consacré, ou en tout cas exclusivement, qui porte dans ses gènes la question de la prévention de la délinquance. Voilà, donc je vais les laisser, je vais les laisser en parler, ils en parleront mieux que moi. Néanmoins, les éducateurs spécialisés interviennent dans le traitement de la délinquance, puisqu'ils sont embauchés dans les centres éducatifs fermés et dans les quelques centres éducatifs renforcés qui doivent exister encore ici ou là. Et puis, surtout, ils interviennent dans les établissements de type maison d'enfants à caractère social qui bénéficient d'un agrément au titre de l'ordonnance de 45, donc pour la prise en charge de mineurs délinquants. Alors, les éducateurs spécialisés interviennent également, alors là, dans leur grande majorité, c'est-à-dire que je n'ai pas de proportion, on a beaucoup de mal à avoir des statistiques sur le nombre d'éducateurs spécialisés et encore plus sur leur répartition. Néanmoins, l'essentiel intervient dans une prévention que Mme Bachschmidt dit très justement être secondaire ou peut-être c'est pas son objet primordial, mais il y a un effet de prévention. Alors je pense, et volontairement j'ai mis dans cette catégorie-là la protection de l'enfance, qui intervient, alors pour le coup, au bénéfice des mineurs qui peuvent avoir des difficultés d'ordre délinquant, mais pas tous, loin de là. Et l'objectif de la protection de l'enfance, c'est bien d'intervenir au bénéfice d'un enfant en danger et pas d'un mineur délinquant. Donc c'est un domaine qui reste important parce que régulièrement, tout de même, on a des enfants pour lesquels l'intervention de protection de l'enfance a des effets de prévention de la délinquance parce que le milieu social, parce que les habitudes, parce que le caractère délinquant ou pré-délinquant de la famille a été repéré. Les maisons d'enfants à caractère social qui ont cet agrément de prévention de traitement de la délinquance au titre de l'ordonnance de 45 savent très bien que certains enfants passent d'une chambre à l'autre de manière assez naturelle et il y a quelque chose qui se passe de manière assez souple entre protection de l'enfance et prévention de la délinquance. Il n'empêche que je pense qu'il est important intellectuellement et également dans les textes de bien séparer la protection de l'enfance de la prévention de la délinquance. Alors, on oublie toujours, donc je vais en parler, de la partie médico-sociale qui participe également de la prévention de la délinquance. Je pense en particulier aux ITEP, aux instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques, qui sont des établissements qui accueillent des enfants dont, si vous les visitez, vous aurez du mal à vous dire qu'ils ne sont pas... Enfin, vous visitez un ITEP et vous visitez un CER, un CEF, ça ne vous sautera pas aux yeux la différence. C'est-à-dire que souvent, les enfants qui sont accueillis se caractérisent par des comportements agressifs, des comportements violents, des comportements... mais ils sont pris en charge sous l'angle du handicap et de leurs difficultés. Alors oui, techniquement du handicap, mais surtout c'est vu comme une difficulté, comme le symptôme d'une souffrance et pas sous l'angle de l'acte qu'ils n'ont pas encore commis, parce que souvent ils n'ont pas commis encore d'actes délinquants. Alors là, ce sont des établissements qui participent très activement à la prévention de la délinquance, c'est sûr. Et puis, je voudrais aussi citer les IME, alors avec vraiment un cran en dessous, hein, parce que là, on est vraiment dans la question du handicap. Il n'empêche que de nombreux IME accueillent des enfants qui ont des handicaps légers. Alors, il y a tout un panel hein, d'établissements, mais ces établissements qui accueillent des enfants avec un handicap léger
se retrouvent un peu sur les logiques semblables aux ITEP, c'est-à-dire avec des enfants qui, s'ils n'étaient pas pris en charge, évolueraient très certainement vers un profil de délinquance. Donc je vous tenais à le rappeler parce que c'est un effort qui est assez conséquent, qui est fait au quotidien et qui ne se voit pas et qui a besoin d'un certain nombre de choses dont je vais parler après pour pouvoir travailler sereinement. Je voudrais faire un petit zoom sur la question du secret professionnel, du partage de l'information. Madame Beck-Schmidt en a parlé. Je vais essayer de ne pas redire ce qu'elle a dit, mais peut-être le compléter. Fondamentalement, les travailleurs sociaux, mais les éducateurs spécialisés en particulier, parce que je les représente, font leur travail sur la relation éducative, c'est-à-dire sur une relation de confiance qu'ils établissent dans la durée, dans le temps, avec un enfant en particulier, pas un groupe, pas évidemment un enfant dans un groupe, mais ils interviennent auprès d'un enfant, et il y a un certain nombre de choses qui sont devinées, repérées, qui sont comprises, qui sont pas forcément, qui sont révélées aussi par l'enfant, et qui ne sont pas toujours de l'ordre de... Ça ne pourrait pas servir forcément un service de police, mais par contre, il est très important que l'enfant sache que ce qu'il entretient comme relation avec l'éducateur dont qui s'occupe de lui n'est pas susceptible d'être dévoilé sur la place publique de manière automatique. Ça, c'est quelque chose de très important parce que la relation de confiance, ça veut dire aussi qu'à un moment donné, il y a une certaine sécurité qui peut s'établir. Alors évidemment, avec un principe de responsabilité, c'est-à-dire que, je vous en parlerai tout à l'heure, on a fait une charte éthique, notre association a élaboré une charte éthique pour définir le cadre de tout ça, parce qu'évidemment, il y a l'article 226.13 du Code pénal définit le secret professionnel, et le 226.14 les limites de ce secret professionnel. Évidemment, ce secret est levé à certains moments. J'interviens sur cette question du secret professionnel parce que pour nous autres éducateurs spécialisés, c'est un sujet qui est un petit peu sensible parce que notre profession n'est pas inscrite comme celle d'assistante sociale au Code de l'action sociale et des familles. Donc on n'est pas soumis par profession à ce secret professionnel. Donc le secret, en tout cas cette relation de confiance, elle évolue, enfin le cadre juridique évolue suivant la nature de l'intervention. Dans la protection de l'enfance, il y a un secret de mission. En IME, ma foi, c'est de la discrétion professionnelle, donc c'est quelque chose de plus flou. Et dans la charte éthique que nous avons élaborée, nous insistons beaucoup sur le fait que ce secret professionnel, c'est une protection pour les enfants et c'est une condition pour l'efficacité du travail. Ce n'est pas un attribut du professionnel, c'est une condition pour que le travail puisse s'effectuer de manière sereine et qu'il ait de l'efficacité. Voilà, je ne vais pas m'étendre trop dessus, je pense qu'on reprendra tout ça dans la discussion, puisque vous souhaitiez des propositions. Pour nous, on a deux souhaits, espoirs. Le premier, c'est de faire très attention à ne pas confondre les champs de la prévention de la délinquance et le traitement de la délinquance. Pour nous, ces champs-là doivent être articulés, mais pour qu'ils soient articulés, il faut qu'ils soient distincts. C'est-à-dire que la grande confusion où on mettrait tout le monde dans le même sac ne produit pas grand-chose de bon. Donc, alors, je critique un peu en creux je vais le dire de manière plus explicite, un certain nombre de confusions qui ont eu lieu entre les deux lois de 2007, qui ont été beaucoup associées et qui répondaient pourtant à des logiques qui étaient distinctes l'une de l'autre. Et effectivement, la loi de 2007 sur la protection de l'enfance a été infiltrée, ou en tout cas, il y a des logiques de la loi de 2007 sur la prévention de la délinquance. Il y a des amalgames qui ont été faits, qui ont été assez problématiques. Donc, non, je le dis, on en reparlera après. Et puis, en ce qui nous concerne, en tout cas éducateurs spécialisés, on souhaite, alors là clairement, on le demande comme un outil du travail, le fait d'être inscrit au Code de l'action sociale et des familles comme profession soumise au secret professionnel. Parce que ça nous paraît un petit peu invraisemblable que suivant la mission, on soit pas, dans des choses un peu floues.
On demanderait quelque chose de clair de ce côté-là. Merci. Donc, oui, allez-y.